Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne faites pas... Ça commence bien. Ne faites pas attention au bordel qui se trouve derrière moi. Pas d'excuses, juste flemme. Juste la flemme de faire le ménage, tout simplement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon année 2019. De mon année 2019 niveau livresque. Qu'est-ce qui s'est passé, combien de livres j'ai lu, combien de livres il y avait dans ma palle, combien de livres que j'ai acheté, les coups de cœur et les déceptions, mais ça sera une autre vidéo. Où je vais vous présenter mes coups de cœur de l'année 2019 et en vrai ça va, il y en a quand même ça va, franchement ça va. J'ai des gros coups de cœur qui me restent en tête, après j'ai des grosses déceptions qui me restent en tête et après c'est un peu l'animal hein. Je pense que c'est pas la meilleure année, mais j'ai quand même découvert beaucoup de choses, beaucoup de sagas qui sont restées dans mon cœur, gravées à vie, comme Gardien des Cités Perdues. Forcément, je suis obligée de vous en parler dans cette vidéo, mais je vais vous en parler très rapidement parce que je pense que je vous casse les couilles et les ovaires avec cette saga. Si vous ne l'avez toujours pas lu, vous sortez de cette chaîne. Je rigole, restez. Dans ma palle, en tout cette année, j'ai accumulé plus de 101 livres. Ça va. Franchement, je pense qu'il y a pire que moi. Ça va. Et cette année, j'ai lu sans compter les livres de cours. Eux, je ne les compte pas parce qu'ils font pas vraiment partie de ma pile à lire. J'ai lu 36 livres, sans les livres de cours. Donc si on compte les livres de cours, je suis à peu près à une cinquantaine de livres. Je pense que ça passe. Franchement, ça va. J'ai bien lu. On peut pas dire que j'ai lu énormément, mais en même temps, il y avait le bac. Il y a eu la rentrée de la fac, tout ça, tout ça. Forcément, ben, ça y joue. Mais je suis... Ça va. C'est pas extraordinaire, c'est pas catastrophique. Tu vois, ça va, ça passe. Du coup, il me reste 65 livres dans ma pile à lire. Et du coup, c'est très raisonnable, je trouve. Et cette année, du coup, j'ai acheté 42 livres. Enfin, pas on m'en a acheté, j'en ai acheté 9 et j'en ai acheté d'occasion et on m'en a donné. Du coup, franchement, ça va. Enfin, en plus, tout le mois de janvier, février, mars, j'avais une résolution, c'était de pas m'acheter de livres et je l'avais très bien tenue. Du coup, ça y a joué et franchement, je peux être fière de moi. Soyez fiers de moi. Et en plus, il n'y a pas les livres de cours dans les 42. Donc franchement, soyez fiers de moi, s'il vous plaît. Dans ces livres-là, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups de cœur. En vrai, c'est pas énorme quand tu te dis que j'ai lu 36 livres. En fait, j'ai pas, par exemple, Gardien des Cités Perdues, j'ai compté qu'un seul tome, alors j'en ai lu 5, tu vois. Et les 5, à part le 1, ça a été tous des coups de cœur. Tu vois, donc ça en enlève. À Falling for the Sky, j'ai compté que le tome 1 alors qu'il y a eu 2 tomes. Ça a été tous les coups de cœur. Un peu plus, mais sinon voilà. Donc du coup, je vais vous présenter mes meilleures lectures de l'année 2019. Et c'est parti, on y va. Commencer par le plus rapide, bien évidemment. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues. Ici, je vous présente le tome 2 parce que la couverture est magnifique et que c'est le premier que j'ai eu sous la main. Gardien des Cités Perdues, je vais pas blablater 45 ans dessus. C'est la meilleure saga qui soit au monde. Lisez-la, elle est trop bien, c'est super bien construit, l'univers est génial, les personnages évoluent en même temps que les tomes, ça se complexifie, ça devient plus intense. L'autrice est horrible avec ses personnages, elle nous brise le cœur. On va suivre Sophie qui va découvrir qu'elle est un elfe et que du coup elle fait pas partie du monde des humains, du coup elle va aller dans le monde des elfes, et il va se passer plein de trucs et c'est trop bien, la magie elle est trop bien, tout est inventé, il n'y a rien d'inspiré, c'est pas du tout comme Harry Potter, c'est pas vrai, c'est trop bien. Lisez Gardien des Cités Perdues, s'il vous plaît. Un truc qui va aller vite également, il s'agit de Hush Feeling for the Sky, le tome 1 et le tome 2, ça a été tous les deux des coups de cœur.
Même si j'ai eu du mal avec le tome 2, mais à la fin j'étais en mode ah, et j'ai pleuré tous les larmes de ma vie. Et moi, quand je pleure tous les larmes de ma vie, ça veut dire que c'est un coup de cœur. Voilà. J'ai grave résumé mon aventure avec Ash Feeling for the Sky. Non, j'arrête mes bêtises. Alors, Ash Feeling for the Sky, on va suivre Ash qui arrive à l'université, je crois, il me semble. Non, pas Ash, Sky, qui arrive à l'université. C'est une fille. Et balèque de sa vie, elle en a marre d'être la petite fille modèle de sa papa et de sa maman, et du coup elle veut avoir une nouvelle vie, et du coup à une soirée elle tombe sur Ash et elle est en mode waouh quel bad boy, je veux me le pécho, sauf que lui il la regarde et fait non je vais pas te pécho, et du coup de là se lit une petite romance comme on les aime. Voilà, en fait j'en ai parlé 45 000 fois de ce livre là. Je vous ai dit que c'était cliché à mort, mais que c'est un cliché très assumé. Depuis tout à l'heure, je vous parle des livres, mais je vous dis même pas qui les a écrits, où ça a été publié. Bon, Gardien des Cités Perdues, c'est Shannon Messenger aux éditions PKJ, mais aussi aux éditions Lumen pour les grands formats. Ici, c'est Nin Gorman et Mathieu Guibé chez les éditions Albin Michel. Et voilà. Et du coup, c'est un cliché super assumé, et du coup c'est ce qu'on aime, et du coup c'est addictif, et du coup on voit pas les pages passer, on est en mode trop bien, petite romance un peu compliquée, sombre, bon les personnages 4 pattes, 3 pattes et un canard, on est d'accord, mais moi je suis vraiment une caca nerveuse avec les romances. Vous allez voir que tous les livres qui m'ont déçu en année 2019 dans l'autre vidéo, c'est que des romances, mais là ça a marché avec moi. Donc si ça a marché avec moi alors que je suis super compliquée pour les romances, c'est que ça passe avec tout le monde, enfin un peu avec tout le monde, tu vois. Du coup, et en plus, on est d'accord que c'est le sosie de Andy Biersack. Et il est pas magnifique. Donc du coup, c'était cool, j'ai beaucoup aimé. Et comme je vous l'ai dit, pour le tome 2, ça a été un peu plus compliqué parce que c'était trop cliché, et les auteurs ils ont trop joué avec ça, ça allait dans le tome 2, ça allait dans le tome 1, mais après c'était trop pour faire du trop, soit il se passait rien, soit il se passait des gros trucs qu'on voyait arriver à 10 000 km, mais vu que la fin était rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. J'étais en mode d'accord. Et si j'ai pleuré, c'est que au fond, des auteurs ont réussi leur travail. Ils ont réussi à me faire attacher au personnage, même s'ils m'ont agacé tout le long du tome 2. Tu vois, c'est qu'il s'est passé un truc. Donc c'est un coup de cœur. Oui, oui. Et oui, les deux sont forcément du coup un coup de cœur, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. Parce qu'ils sont à jamais gravés dans ma memories, tu vois, mais... Bref. On va avancer. Je vais vous présenter lequel je vous présente. Je vais vous présenter Miroir parce que pareil ça va aller vite. Je vous l'ai présenté plein de fois sur la chaîne. Miroir, donc c'est le tome 2 de Paranoia et c'est écrit par Mélissa Bellevigne et c'est chez les éditions Hachette. Je vous présente le tome 2 et pas le tome 1 parce que déjà le tome 1 je l'avais lu, je l'ai relu pour lire le tome 2. Le tome 1 je l'avais beaucoup aimé, mais en fait j'avais l'impression qu'il y avait un peu d'incohérence, du coup ça rendait un peu ma lecture un peu floue. Et quand j'ai lu le tome 2, j'étais en mode ah ouais, Mélissa Bellevigne est très forte, parce qu'en fait ces petites incohérences que je pensais que c'était des incohérences, ben non en fait, c'est juste que dans le tome 2 on comprend ces petites incohérences et c'est là qu'on comprend que Mélissa Bellevigne est très forte pour nous embrouiller le cerveau et pour nous manipuler. Et voilà, quand tu arrives à faire ça, c'est que tu es une vraie autrice et que tu as su me manipuler moi en tant qu'auteur, et que du coup forcément je me vois obligée de te mettre un 5 sur 5 parce que l'histoire est très bien construite, qu'on s'y attend pas, que c'est original et que c'est bien écrit. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, c'est la seule solution. Je suis fatiguée. Je vais pas vous raconter l'histoire du tome 2, mais je vais vous raconter l'histoire du tome 1. On va suivre une jeune fille, en fait, elle est retrouvée dans les rues de Londres. Je crois qu'elle saigne à mon souvenir, et elle est dans
elle est vraiment pas bien. Oui, parce qu'on l'a poignardée, elle est vraiment pas bien dans sa vie. Et du coup, on découvre que, en fait, elle est dans les rues de Londres, mais de base, elle est française et on sait pas vraiment ce qu'elle fout là-bas. Elle est dans une rue, poignardée, presque en train de mourir. Et quand elle arrive à l'hôpital, on se rend compte qu'elle est enceinte. Et elle a pas de petite amie, elle a rien. Et du moment où elle apprend qu'elle est enceinte, elle décide d'arrêter de parler, d'arrêter de s'alimenter, d'arrêter de vivre en fait, pour tuer son bébé. Et on apprend qu'elle s'est fait violer dans cette rue. Et en fait, on apprend vite que cette fille-là voit un homme depuis qu'elle est toute petite, mais que personne d'autre ne voit. Et en fait, en parallèle de ça, il y a une psychiatre qui veut analyser le sujet de Judith, parce qu'elle s'appelle Judith. Et voilà. Et on va suivre l'histoire comme ça. On va suivre l'histoire de ces deux femmes. Il y en a une qui... la psychiatre a un désir d'enfant énorme, alors que Judith, elle veut complètement faire mourir son enfant. Voilà, on a ces deux histoires en parallèle. L'histoire de Judith est complètement ouf. Genre, on est intrigué du début à la fin. On est importé dans les rues de Londres. Moi, j'adore Londres, j'adore l'ambiance de Londres. Mélangé avec ce côté de paranoïa, de psychiatrie. On peut le lire de deux manières différentes. On peut se dire que c'est vraiment on peut le lire d'une façon très psychologique, mais on peut aussi le lire d'une manière très fantaisiste. Voilà, et c'est dans le tome 2 qu'on comprend vraiment tout ce qui se passe, le pourquoi du comment. On peut quand même avoir plusieurs versions dans le tome 2, mais moi je suis convaincue d'une version parce que je sais que c'est l'auteur, elle a voulu nous faire comprendre ça, genre nous embrouiller, et j'ai l'impression d'être autant paranoïaque que Judith quand je lis le tome 2 parce que c'est super frustrant. Et du coup, je vous conseille vraiment cette duologie si vous ne l'avez pas encore lu. J'aime beaucoup. Hop là, va-t'en toi. Ensuite, je vais vous parler de Sirius, de Stéphane Servante aux éditions Rouergue. Déjà, ce livre est juste magnifique. Stéphane Servante, il est très connu pour faire des livres des livres un peu, pas polémiques, mais des livres engagés. Il va souvent parler de la cause animalière, il va souvent parler de l'environnement, de tout ça. Et c'est clairement ce qu'il décrit dans ce livre. C'est un livre jeunesse, mais un livre tellement adulte au fond. C'est incroyable. Ce livre a réussi à me toucher de tous les côtés. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Il m'a apaisée, il m'a redonné foi en l'humanité un peu, et des fois il m'a fait désespérer de l'humanité. Et c'était tout doux, c'était un bonbon, mais en même temps c'était affreux et horrible. Voilà, il a un don d'écriture magnifique. En même temps, quand tu le lis, c'est apaisant, c'est doux, parce qu'il utilise aussi des personnages enfantins, des personnages animaliers, donc il y a un peu ce côté-là très enfantin. Mais d'un côté, c'est horrible parce qu'il y a l'absurdité de l'homme, de tout ce qu'il a fait à la planète, aux animaux, à la souffrance que ça cause. Et c'est horrible. Voilà, et on va suivre. Et la fin est tellement belle. La fin te redonne foi en l'humanité, même si tu sais qu'elle n'est plus là et qu'elle a disparu. Mais c'est super beau. Et en fait, dans Sirius, on va suivre, comment il s'appelle déjà, Kid, je crois, et Avril. En fait, toute la planète, au début, il n'y a plus d'humains sur la planète. Enfin, Kid et Avril se retrouvent tout seuls. Ça fait un moment qu'ils arrivent à vivre tout seuls, ils sont perchés en haut d'un arbre, ils vivent comme ils peuvent vivre, mais en fait sur Terre il n'y a plus rien, il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien, et tout ça c'est à cause de l'humain en fait, qui a tellement abusé de ses ressources qu'il n'y a plus rien, et que la planète est complètement déréglée. Par exemple, il va neiger, puis 2 heures après il va faire super chaud. Enfin voilà, c'est vraiment un dérèglement de l'environnement. Et du coup, voilà, on est un peu dans cet univers apocalyptique en fait, mais toujours dans une tendresse d'enfant. Et c'est ça qui est génial quand tu lis ce livre. Et un jour, Kid va dire à sa sœur, Cyrus est arrivé, c'est l'heure, il faut aller à la montagne. Il y a toute cette histoire d'étoiles, de chiens, de Cyrus, très enfantin encore une fois, de l'espoir de l'enfant, de l'humanité de l'enfant, c'est très très beau. Et du coup, ils décident de partir à l'aventure et ils vont croiser plein
plein d'amis sur leur route. Et voilà, c'est vraiment une construction de l'humain. J'adore ce livre. En plus, Stéphane Servante met en avant les animaux. Et il n'y a que des animaux que j'aime dans ce livre. Déjà, il y a un rat. Ok, il y a un petit cochon. Il y a un ours. Et il y a un cerf. Et c'est mes animaux totems. Genre. Du coup, genre, lisez ce livre. Il est vraiment, c'est un doudou. J'adore ce livre. Il est trop bien. Il faut vraiment que je lise d'autres livres de Stéphane Servante parce qu'il a un don magnifique. Et c'est magnifique à lire. Voilà. Je vais vous présenter Léo de Hurlevent. Pareil, un de mes classiques préférés. Je vous l'ai présenté 45 000 fois. De Émilie Brontë. Là, c'est dans des éditions, je sais même pas ce que c'est comme édition. Des vieilles éditions magnifiques. C'est un classique que j'adore parce que Émilie Brontë avait un talent extraordinaire pour décrire la nature, les sentiments des personnages, pour raconter une histoire de génération en génération. C'était magnifique. Ça parle de romance, ça parle de psychologie des personnages, ça parle d'histoire de famille, ça parle de l'état social, ça parle de tout. C'est dans un univers très gothique, étrange, tout est mélangé à la fois et ça donne une atmosphère vraiment magnifique, trop bien à lire. J'adore. Je vais pas vous refaire un résumé parce que vous devez connaître Léo de Hurlevent et je vous en ai déjà parlé. C'est un de mes livres préférés de l'année 2019. Je suis très contente d'avoir lu ce livre en 2019. En plus, je l'ai lu pendant mes révisions de bac et ça m'a fait tellement du bien. Putain, je me revois. En fait, quand je l'ai commencé, j'étais chez mon copain et il faisait beau et je me suis mise sur sa terrasse avec ses chats au soleil comme ça et j'ai commencé à lire mon bouquin. Au début, je me suis dit ouais, c'est un très gros classique. J'aime pas lire des très gros classiques. Du coup, j'avais un peu d'a priori, tu vois, de me dire j'ai peut-être pas kiffé. Et là, je me suis vue lire des 50 pages d'un coup et je lisais, j'étais en mode mais c'est trop bien, j'adore, le style est magnifique, c'est intriguant, c'est où elle veut nous emmener, c'est trop bien. Et du début à la fin, elle nous amène dans des chemins différents et c'est mon bébé, c'est mon bébé, voilà. J'adore, je l'aimerai toute ma vie. Lisez Léo de Hurlevent de Émilie Brontë parce que c'est trop bien. Il me reste 2 livres à vous présenter. Je vous présente lequel d'abord. Je vous présente d'abord celui que je vous ai déjà présenté. À la fin, je vous présente celui que je vous ai jamais présenté. Alors, en fait, quand je vous ai présenté ce livre, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé, mais que c'était pas un coup de cœur. Sauf que la vie est faite de changements d'avis et que je pense tout le temps à ce livre. Ma vie tourne autour de ce livre, j'y pense tout le temps. Et du coup, on est d'accord que forcément, ça fait boum boum dans le cœur et que forcément, ça devient un coup de cœur. Je pense que vous arrivez à deviner de quel livre je veux en venir. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et réfléchissez bien. Non. En vrai, je vous parle de La Cave de Natacha Preston aux éditions Le Livre de Poche. Je vous ai présenté ce livre lors d'un vlog lecture. Je l'ai lu en un jour. C'était trop bien. Et j'y pense tout le temps. Genre, je crois que je passe pas une journée dans ma vie sans penser à ce livre qui est, ma foi, traumatisant. Pourtant, dans la même année, j'ai lu Daddy Love, qui est mieux écrit, mieux exploité psychologiquement, plus adulte. Et pourtant, celui qui me revient en tête, c'est La Cave et pas Daddy Love, même si j'ai beaucoup aimé Daddy Love. Alors que quand j'ai lu La Cave, j'avais le truc de me dire, quand même, Daddy Love, ça parle du même thème, c'est à peu près la même chose, c'est mieux exploité, c'est mieux écrit. Mais c'est à lui que je pense quand je pense à ce genre de truc, où même tous les jours, il me revient dans la tête en mode, putain, ah ouais quand même, chaud patate. Du coup, La Cave, de quoi ça parle? Ça parle, je sais plus comment elle s'appelle. On va suivre Summer qui décide de faire une petite soirée avec ses amis et du coup, elle s'en va, elles sont à pied et tout. Sauf qu'à un moment, je sais plus pourquoi, mais elles se séparent. Et Summer atterrit dans une espèce de stade et là, elle découvre un homme qui la regarde comme ça, genre en mode salut.
Et le mec, il la regarde en mode tu t'appelles Lila? Et elle est en mode non mec, je m'appelle Summer. Lila? Tu t'appelles Lila? Non, je m'appelle Summer. Si, tu t'appelles Lila. Non, je m'appelle Summer. Et après, il la prend, il lui faut un coup de poing et il la met dans sa camionnette, comme quoi le cliché des kidnappeurs camionnettes. Il la met dans sa camionnette, il l'amène chez lui, il la met dans un sous-sol, il la fracasse, il la met dans un sous-sol, et là, elle découvre qu'il y a 4 autres filles avec elle, et qu'elle est dans un sous-sol, et en fait le sous-sol c'est un studio avec un salon, une cuisine, des chambres, une salle de bain, et le mec il est en mode bon ben faites-moi mon souper, je reviens, je mangerai avec vous, on passera un petit après-midi à regarder la télé, puis après vous ferez le ménage et moi j'irai travailler. Voilà. Et on apprend que ce joli petit... oui, parce qu'en fait il se fait appeler Trèfle, et on va voir qu'il a un problème avec les femmes, pourquoi il fait ça, voilà. Et on va suivre en fait cette histoire. En fait il y a plusieurs points de vue, il y a le point de vue de Summer, le point de vue de Trèfle, et le point de vue du copain de Summer, qui m'a, je vous l'avais dit dans mon vlog lecture, c'est le point qui m'a le plus touchée, parce que en fait le copain de Summer lui avait proposé de l'emmener à la fête, et du coup forcément la culpabilité est plus parce qu'elle s'est fait enlever le jour où il lui a demandé de l'accompagner, et en fait tout le long il l'abandonne jamais, même s'il y a des moments, il a des moments de faiblesse, ce qui est genre tout à fait normal, et genre il est là, il croit en lui, il sait qu'il va réussir à la retrouver, qu'elle va revenir, et c'est trop mignon, et j'ai trop aimé, c'était trop touchant, même si la fin est un peu trop héroïque à mon goût. Il y a quand même une part sombre dans la fin que j'ai beaucoup aimé, parce que tout se ne termine pas bien pour tous les personnages, et j'ai trouvé ça cool que même que dans la jeunesse, même s'ils disent que c'est à partir de 16 ans, mais il y a quand même écrit livre de poche jeunesse, donc faut quand même faire gaffe. Même si c'est à destinée des ados, on va dire, à la fin, l'autrice nous propose plusieurs façons de montrer comment on arrive ou pas à combattre ce qui nous est arrivé, les traumatismes qui nous arrivent, et c'est pas toujours beau pour tout le monde. Et voilà, il y a plein d'aspects comme ça qui est super intéressant, et j'ai beaucoup adoré ce livre, et c'est un coup de cœur de l'année 2019. Et voilà, et regardez, il y a même Paranoia ici, comme quoi tout est lié. Ensuite, le dernier coup de cœur de 2019, même si c'est le premier coup de cœur 2019 que j'ai eu, parce que je l'ai lu en janvier. Je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne parce que je faisais pas encore de vidéos. Enfin, j'avais pas repris mes vidéos. Il s'agit de La Prince et la Couturière. Ah! Oh Fada! Je t'aime et toi tu me fais mal. Et oh! Du coup, Le Prince et la Couturière de Jane Yang. Et c'est chez les éditions, alors là. Ah oui, Achilleos. Oui, en fait, je me souviens des éditions Achilleos parce que je voulais racheter un livre de ces éditions. Et quand j'ai vu le prix... Ah! Mon Dieu! Non. Non. Heureusement qu'on me l'a offert à Noël. Parce que sinon, j'aurais fait... Non. Et c'est... J'ai adoré ce livre. Déjà, il est magnifique. On est d'accord, il est magnifique. Je vais vous montrer des petites planches. Bon, je trouve que le style est quand même simple, mais c'est tout mignon et tout beau. Alors, est-ce qu'il faut que je vous trouve une belle planche? Et j'ai lu ce livre en 1 heure. Tellement j'étais à fond dedans. Et je voulais pas le lâcher. Il était trop bien. Et j'ai trop envie de le relire du coup. C'est trop beau, j'aime trop et ça sent bon. Ça sent trop bon. Vous allez me prendre pour une folle. De quoi ça parle? Alors, on va suivre un prince et une couturière. En fait, on va suivre un prince qui aime tout simplement s'habiller en fille. Et c'est un prince. Forcément, c'est pas très bien vu. Il va engager cette
là 7 couturières, donc ça c'est le prince et ça c'est la couturière. Il va engager 7 couturières pour lui fabriquer ses plus belles robes. Et il va sortir incognito comme ça, il va être connu sous le nom de je sais plus quoi. Et en fait ils savent pas que c'est le prince. Voilà, et en fait ce que j'ai, mis à part cette histoire, ce que j'ai le plus aimé moi dans cette histoire, c'est pas forcément le fait que voilà il s'habille en fille et que ça soit un prince et que du coup voilà, c'est le fait que en fait, malgré non, le fait qu'il soit, qu'il aime s'habiller en fille, et ben dans l'histoire on lui donne pas une caricature d'homosexuel et on lui donne pas une caricature de prince efféminé. Ok, il aime s'habiller en fille, mais il aime juste s'habiller avec des robes, il aime juste mettre des talons, il aime juste se maquiller et il aime juste mettre des perruques. Et ce qui prouve qu'il n'a pas ce côté homosexuel, c'est que l'autrice ou l'auteur, je sais pas du tout, ne décide pas de lui donner une romance. On pourrait penser qu'il y a une romance entre la couturière et le prince. Il y a des petites ambiguïtés, tu vois. Mais on sait jamais vraiment. On sait jamais vraiment ce qui se passe. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est parce que l'auteur n'a pas décidé de lui donner une caricature. Voilà, il n'a pas décidé de lui donner une caricature. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien dans ce genre de livre. C'est une bouffée d'air frais. Tu te prends ça en pleine figure, comme ça là. Pah! Et t'es en mode... Ouais, c'est juste un prince qui a des responsabilités, un prince qui garde sa virilité, mais qui aime s'habiller en fille. En fait, c'est Bilal Hassani dans une autre époque, tu vois. C'est clairement ça, c'est Bilal Hassani dans une autre époque. Et c'était trop bien. J'ai trop aimé. Il est cher, mais il vaut clairement son prix. C'est un très beau cadeau à faire. Et c'était trop bien. C'est bien pour les petits comme pour les grands. J'ai adoré. J'ai adoré et c'était trop cool. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Il faut que je rote parce que j'ai trop parlé. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous... Ah ouais, s'il vous plaît. Ça me ferait trop plaisir que vous me dites en commentaire, vous, vos meilleures lectures de 2019 en commentaire. Et je retrouve pour un vlog et pour ensuite mes pires lectures de 2019. Et n'hésite pas à t'abonner ici et à regarder ma ancienne vidéo ici. Et je te fais des très gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et je te souhaite de très bonnes lectures pour 2020. Bisous!